Bienvenue à tous au Palais du Pharo pour cette 32e édition de Top Transport et pour cette dernière table ronde de la journée, mais last but not least. Je suis Nathalie Bureau du Colombier, journaliste transport et productrice de la chaîne podcast Transpod et les Étoiles des Mers, pour animer cette table ronde sur le cargo à voile, les raisons d'embarquer. Imaginez un instant. 80% des produits que nous consommons parcourent des milliers de kilomètres en cargo, traversent les océans pour nous parvenir. Ce que nous ne voyons pas, c'est l'empreinte que ces trajets laissent derrière eux. 2,9% des émissions mondiales de CO2 sont dues au transport maritime. Un chiffre qui grimpe à 14% s'agissant de l'Europe, au niveau européen. La réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 est devenue une impérieuse nécessité. Et une question cruciale se pose. Comment réinventer le transport maritime ? La réponse, elle est peut-être là, sous nos yeux, portée par les vents. La propulsion vélique fait partie du portefeuille de solutions désormais offertes aux chargeurs, désireux de transiter sur ce qu'on appelle, c'est le mot à la mode, l'expression à la mode, les corridors verts. Comment les chargeurs impulsent-ils ce changement de culture dans leur entreprise ? Comment lever les freins, les tabous ? Avec nous ce soir, des chargeurs pionniers et des armateurs engagés dans cette voie. Au-delà des volumes, certains chargeurs vont même jusqu'à investir dans la construction de cargos à voile par conviction. Fin septembre, la compagnie Vela a réussi une levée de fonds de 40 millions d'euros pour financer son projet de trimaran de charge à voile. Donc on voit que les choses bougent. Transit time, sécurité de la marchandise à bord, conditions de manutention, de stockage, poids, température, mais aussi le statut des marins, autant d'éléments désormais intégrés dans une logistique durable, repensée. Pour en parler, donc des chargeurs armateurs. Mathieu Brunet, bonsoir. Vous êtes le président d'Arcadie, plus connu sous les marques d'épices Cook et des tisanes Herbier de France. Et vous êtes cofondateur de la compagnie, la jeune compagnie Wincop. À votre gauche, Jamina Ouné-Cazeneuve. Bonsoir Jamina, vous êtes la cofondatrice de la compagnie maritime ICO. Bonsoir. À votre gauche, Michael Ullmann, responsable achat transport chez Ariane Group. Bonsoir Michael. Bonsoir. Et en visio, coucou. Bonsoir Lise Détremont, la déléguée générale de l'association Winship de la filière. Mathieu, bonsoir. Je me tourne vers vous, vers Arcadie. C'est une société française, leader des épices et des plantes séchées bio. Alors, vous renouez, on va dire, avec la tradition maritime et la route des épices. Racontez-nous le lien entre la voile et les épices. Comme vous le disiez, c'est un lien ancien. Hein. Je pense même que le transport maritime a été inventé quasiment pour aller chercher des épices. Ça a été une des premières motivations à l'époque, à aller la folie de tourner le cap de Bonne-Espérance et des choses comme ça. C'était vraiment pour aller chercher des épices. Et c'est vrai que moi je fais des épices, enfin c'est mes parents qui ont créé l'entreprise, je suis tombé dedans quand j'étais petit depuis longtemps et voilà, dans l'histoire des épices, on croise des voiliers régulièrement. Nous on a appelé notre marque Cook, hein, mais en hommage au capitaine Cook. Donc il y a vraiment ce lien et pendant longtemps c'était plus une sorte de rêve ou de fantasme de dire peut-être un jour nos épices seront transportées à la voile, ça paraissait pas possible. Et puis depuis quelques années, enfin je dirais 10-15 ans, il y a quand même des petits essais, souvent sur des vieux gréements. Il y a eu pas mal de transports sur de vieux gréements qui se sont faits. J'ai entendu parler de projets de ci, de là. Mais quasiment systématiquement, c'était des projets en transatlantique. Parce que c'est là qu'il y a le plus de vent. Quand on fait de la voile, c'est vraiment le plus simple. En plus, il n'y a pas de continent au milieu. Et moi, il se trouve que la plupart, environ la moitié des épices que j'importe viennent de Madagascar. C'est notre origine historique. Hein. On a importé les premières épices bio quasiment au monde en 1990 et elles venaient déjà de Madagascar. Et c'est vrai que le Madagascar, pour un projet de voilier, a priori comme ça, c'est pas évident. Il y a un continent au milieu, il n'y a pas beaucoup de vent.
Et voilà. Et en même temps, moi, j'avais quelque part une motivation, une tension qui augmentait petit à petit, parce que nous, au-delà de faire du bio, on fait du commerce équitable. Et dans ce commerce équitable, on a vraiment à cœur de, effectivement, à la base, de s'assurer que les conditions de vie et de travail du producteur sont correctes. Nous, on est aussi très vigilants sur les conditions de travail de nos propres salariés et en fait sur les conditions de travail de l'ensemble de la filière. Pour nous, le commerce équitable, c'est vraiment des relations sur l'ensemble de la filière. Et de ce point de vue-là, la partie transport maritime, on rentrait un peu dans une espèce de boîte noire où en gros, on ne savait pas, à un moment donné, on apporte le conteneur sur le quai et puis un bateau qui le charge, mais on ne sait pas quel pavillon il va battre, dans quelles conditions les marins vont être payés, à quel rythme ils vont rentrer chez eux. Enfin, toutes ces choses-là, on ne le maîtrise absolument pas. Et on sait bien tous que dans la plupart des cas, c'est pas rose, ce transport. Et petit à petit, je sentais une incompatibilité, une incohérence forte avec les valeurs de l'entreprise. Et ce qui m'a amené à avoir envie de dépasser ça et de dire, comment je fais en fait pour à la fois avoir du transport à la voile, renouer avec cette tradition décarbonée, mais aussi aller plus loin et pouvoir contrôler l'aspect social du transport maritime. Et comment vous passez de l'idée, comment vous vous jetez à l'eau, j'allais dire ? Alors, je me suis fait un peu avoir, en fait, parce que la première fois que j'en ai parlé avec un ami marin, il m'a montré un voilier d'occasion qui devait coûter 300 000 €, qui devait être un petit 14-15 mètres. Et je me suis dit, pour une boîte comme la mienne, qui fait quasiment 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, alors on est une petite PME, mais voilà, un voilier à 300 000 €, ça me semblait à notre portée. On achète des machines qui font jusqu'à 1 million d'euros, pourquoi pas ? Et donc je me suis dit, après tout, pourquoi pas ? On achète un petit voilier et puis on l'opère sur Madagascar. Ce sera une expérimentation et puis voilà, on essaye et puis on avance. Moi, c'est comme ça que je vois l'entrepreneuriat, c'est essayer des choses et puis petit à petit, on arrive à les faire. On n'attend pas qu'elles se fassent toutes seules. Mais j'ai commencé à me renseigner et puis il est vite devenu évident que déjà un voilier d'occasion, ça allait être compliqué pour des questions réglementaires. Il n'existe plus de voiliers cargo, c'est que des voiliers qui transportent des passagers et ce n'est pas les mêmes réglementations pour les passagers et le transport de marchandises. Donc il fallait basculer sur plutôt un voilier neuf sur le modèle de Grand Sail, dont vous avez certainement tous entendu parler, qui ont construit d'abord un 25 mètres et puis là ils viennent de mettre à l'eau, cet été, leurs 50 mètres. Et voilà, là, il a vite été question d'un bateau plutôt à 5 millions d'euros. Et je me suis dit, allez, après tout, pourquoi pas ? Voilà. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, écoute, au lieu de transporter juste pour Arcadie, est-ce que tu veux pas rentrer dans un projet collectif ? Allez, chiche, on crée une coopérative de transport maritime. On va plutôt chercher le porte-container parce que ce sera vraiment le moyen de massifier les flux, c'est un bien grand mot, mais en tout cas de proposer un service qui sera utilisable facilement, qui s'intégrera dans le flux logistique de la manière la plus simple possible. Et c'est vrai que moi, pour Madagascar, ça a vite fait mouche cet argument, parce que Madagascar, il n'y a pas d'infrastructure portuaire. On peut pas, les palettes, c'est compliqué. Le container, ça reste vraiment le plus simple. Et donc voilà, de fil en aiguille, on est arrivé à un bateau de 90 mètres. Et en fait, moi, j'ai vite senti, en tant que chef d'entreprise, je sais que au niveau du financement et globalement pour lancer un projet, ce qui est important, c'est qu'il y ait un chef de file, quelqu'un qui prenne un peu les risques au début, qui rassure les autres. Sinon, c'est un peu, on se pousse du coude et on attend le premier qui bouge. Vous avez vraiment l'expérience avec les banquiers, entre autres. Et donc, je me suis dit, si je veux que ce projet existe, il faut que non seulement je m'engage en tant que chargeur à transporter mes marchandises dessus, mais aussi que je m'engage financièrement. Et donc, à Arcadie, je me suis dit, allez, on peut prendre le risque d'investir 2 millions d'euros dans un projet comme ça. Ça va jouer le rôle d'amorçage. Et puis, on espère ensuite aller trouver d'autres financeurs et puis surtout d'autres chargeurs pour rentabiliser le modèle et le rendre possible. Donc, en fait, là, actuellement, vous êtes en train de réunir des chargeurs pour le fonds de cale, puisque l'équilibre économique aussi... C'est ça. Alors, cette phase-là est à peu près finie. Le projet, la première idée, là, quand je vous parle de ce bateau d'occasion, c'était il y a 4 ans, tout pile. On a créé la compagnie il y a un petit peu plus de 2 ans. Et là, on en est à la dernière ligne droite pour signer le bon de commande auprès du chantier naval. Donc, on a réuni le capital, on a l'offre de prêt, on a le fonds de cale, on a une trentaine ou une quarantaine de chargeurs qui se sont engagés sur des volumes significatifs.
Donc voilà, on a le plan du bateau et maintenant il faut juste voilà, les dernières négociations. On rentre dans le détail du type de voile, du type de motorisation, voilà, du nombre de containers exact, tout ça. On espère signer ça d'ici la fin de l'année. Ensuite, il faut quand même 2 ans pour construire un bateau de cette taille-là, environ. Donc ça nous amènerait à une mise à l'eau fin 2026, début 2027. Et le chantier naval ? Alors le chantier, nous, le but c'était d'être cohérent et donc d'avoir un chantier le plus proche possible de chez nous. Alors on a vite vu que la France, ça allait être compliqué, d'une part parce qu'il n'y a plus vraiment de chantier naval qui fait des porte-containers en France, mais même en termes de coûts, ce ne serait certainement pas passé. Mais voilà, on a des chantiers autour de la Méditerranée. Je ne peux pas encore vous donner la localisation exacte parce qu'on est dans les dernières négociations. Mais voilà, d'ici quelques semaines, je pense qu'on pourra annoncer le nom du chantier qui sera certainement en Méditerranée. Est-ce qu'il y a un savoir-faire pour les cargos à voile ? Parce que c'est rare. Dans un cargo à voile, il y a 2 parties. Il y a le cargo d'un côté et les voiles de l'autre. Et après, on essaye de coller ça l'un sur l'autre. Donc, pour la partie cargo, on va s'adresser à un chantier naval qui fait du porte-container et qui, voilà, pour lui, il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus, si ce n'est qu'il va être plutôt petit, 89 mètres. Pour un porte-container, ce sera certainement un des plus petits au monde, même si pour un voilier, par contre, on est vraiment dans quelque chose d'assez grand. Et après, on va s'adresser pour la partie vélique à des entreprises plus récentes, parce que là, pour le coup, vu la taille, nous, on aura certainement plus de 1500 mètres carrés de voilure. Voilà, c'est pas ce qu'on trouve sur un petit IMOCA ou même un gros yacht de luxe. C'est vraiment très grand. Avec des technologies modernes, de mâts en carbone, de choses comme ça. Et donc pour ça, et on a la chance en France d'avoir beaucoup d'entreprises qui développent des solutions innovantes de voiles automatisées, d'ailes rigides, de choses comme ça. Donc là, on a 3 fabricants sur la Maker List qu'on a interrogés dans le cadre de l'appel d'offres qui proposent différentes solutions. Là aussi, on va choisir dans les prochaines semaines. Et là, pour le coup, ce sera a priori fabriqué en France et ensuite livré sur le chantier pour être assemblé. Quelles seront les rotations, les ports d'escale Alors donc, là, comme le projet au départ, c'est aller à Madagascar. Et Madagascar, quand on vient de Madagascar, on arrive où ? À Marseille, bien sûr. C'est le port privilégié pour la côte est de l'Afrique. Enfin, en tout cas, quand il n'y a pas les problèmes sur le canal de Suez. Donc, on partira de Marseille et on ira à Madagascar. On compte faire 3 ports à Madagascar pour aller désenclaver un petit peu l'île, parce que pour le moment, non seulement il n'y a pas de ligne directe, mais en plus, les petits ports sont très mal desservis. Donc nous, on va profiter du fait qu'on a un petit bateau avec un faible tirant d'eau, qu'on aura notre propre grue, et pour aller desservir des petits ports au plus proche des zones de production. Donc on va avoir un port plutôt sur la côte ouest, le port de Diego, et puis le port principal sur la côte est. Voilà, 3 ports à Madagascar avant de revenir en France. Et on parle un peu des transit time, parce que la desserte de Madagascar, c'est pas simple en porte-conteneurs. Et oui, ça c'est vraiment quelque part la bonne nouvelle ou la surprise de ce projet, c'est que actuellement, moi quand j'importe des containers de Madagascar, ils mettent minimum 6 semaines. Et souvent, ça peut mettre 2 mois. Ça nous arrive régulièrement d'avoir un container qui met 3 mois. Non pas parce que le bateau est lent, mais parce qu'il y a ce qu'on appelle le transbordement, c'est-à-dire en fait, le container, il passe par plusieurs bateaux. Il est d'abord expédié, souvent à Maurice, puis au Sri Lanka, puis il revient en Espagne ou en Turquie avant d'arriver enfin en France. Et donc, un même container, il peut passer par 3, 4, jusqu'à 5 bateaux différents. Et en fait, ces transbordements, ils prennent énormément de temps parce que le container est déchargé sur le port et puis il peut s'écouler plusieurs jours avant que le bateau suivant le rembarque pour le ramener à l'étape suivante. Et c'est pour ça que même avec des bateaux qui actuellement tournent à, je ne suis pas un spécialiste, mais même s'ils ont baissé un peu la vitesse, ils sont encore au moins à 18 nœuds, ça peut mettre 6 semaines minimum pour importer un container de Madagascar. Nous, en allant à 8 nœuds, on va aller vraiment lentement. 8 nœuds, c'est 15 km/h, c'est la vitesse d'un vélo sur du plat. Donc on va faire 10 000 km à 8 nœuds, et malgré tout, on va mettre que 4 semaines pour revenir de Madagascar. Donc ça, c'est vraiment un argument important, nous, quand on est allé voir les chargeurs. On leur a dit, attention, on va être 2 à 3 fois plus cher au container. Sur Madagascar, ça va faire un container 20 pieds à environ
5 500 €, quelque chose comme ça. Mais par contre, on va être plus rapide. Et ça, dans beaucoup de cas, ça compte d'être plus rapide. Donc, je pense que c'est ce qui rend notre projet vraiment pertinent. En tout cas, pour une première ligne, ça lui donne beaucoup de légitimité. Ce qui est original aussi, c'est que WinCop, c'est une société coopérative. Donc, combien de sociétaires et qui est dans l'aventure Oui, alors c'est vrai que quand j'ai appelé Niels donc, de Zéphyr et Boré, qui a construit Niels Joyeux, qui a construit le canopé de Michael, qui est là à côté de moi, il m'a tout de suite dit « Ah, bah écoute, justement, j'ai un copain, Julien Noé, le fondateur d'Enercop, qui me pousse pour créer une coopérative. » Et il m'a dit « Est-ce que tu veux en faire partie ?» Et moi, je me suis dit « Pourquoi pas ? Oui, allons-y. » Et en fait, le projet coopératif, c'est vraiment, j'ai déjà parlé de l'aspect écologique et de l'aspect social. Et en fait, pour nous, il y a un troisième pilier qui est vraiment fondamental dans notre projet, c'est l'aspect économique gouvernance. Hein, c'est-à-dire à qui appartient l'entreprise, pour qui on travaille et comment on la finance. Et un bateau, ça demande énormément de capital. Hein. Ce bateau, il va coûter quasiment 30 millions d'euros. C'est vraiment beaucoup d'argent. Il y en a une partie qui vient en prêt par les banques, mais une partie des capitales. Et vous le voyez, certainement, vous l'avez entendu, les bateaux classiques, eh ben, c'est des fonds d'investissement, ça appartient à des gens qui sont dans les îles Caïmans et ce genre de choses. Et nous, on voulait vraiment sortir de là, on voulait proposer un bateau qui soit éthique jusque dans son financement. Et pour ça, la coopérative s'y prête vraiment, parce que d'une part, on peut faire une forme de financement participatif, c'est-à-dire permettre à tout un chacun de participer au financement, mais en plus, on garantit que les bénéfices, ils seront pour le projet et pas... Enfin, en tout cas, la part que récupèrent les investisseurs, elle est limitée. Ce n'est pas une part ouverte au maximum, comme c'est le cas dans une entreprise classique. Et donc, on l'a créé comme ça sous forme de société coopérative d'intérêt collectif qui permet d'avoir plusieurs catégories de sociétaires. Et là, en 2 ans, on a réuni environ 7 millions d'euros, dont les 2 millions qu'ont mis Arcadie, hein, mais en tout 7 millions d'euros auprès de tout type de sociétaires, des particuliers, quasiment 2 millions d'euros du point de vue des particuliers, et puis 2 chargeurs comme Arcadie, mais d'autres futurs chargeurs qui se sont engagés aussi pour des montants significatifs dans la coopérative, et puis d'autres partenaires de tout type. On a par exemple la ville de Lorient, parce que le siège social de l'entreprise est à Lorient. Enfin voilà, la SIC permet ça, de créer quelque chose de coopératif, de collaboratif, au lieu d'être simplement dans la concurrence libre et non faussée dont rêvent nos instances. Là, nous, c'est un contre-modèle de dire, ben non, en fait, on va faire les choses ensemble, avec les clients, avec les fournisseurs, on va se mettre d'accord dans l'intérêt commun au lieu de... C'est le modèle aussi choisi par ICO. On Tout à fait. C'est ce qui nous réunit avec ICO, c'est de ce modèle coopératif. Et donc aujourd'hui, on est environ 1500 sociétaires quand même qui se sont réunis autour de ce projet, ce qui lui donne aussi beaucoup de force, ce qui nous a permis d'avoir un financement plus éthique, mais aussi d'avoir un collectif en fait autour du projet. Et la compagnie WinCop est adhérente de Winship. Alors, je me tourne vers Lise Détrimont. Bonjour Lise, vous n'avez pas pu être avec nous, mais je sais que le cœur y est. Vous aviez des dossiers importants justement pour défendre la filière. Qu'est-ce que Winship ? Eh ben, merci beaucoup déjà à l'organisation de Top Transport, d'une part, de mettre le Vélic à l'honneur dans une réunion dans laquelle je crois que beaucoup de chargeurs sont réunis, et l'implication des chargeurs est en effet essentielle pour le démarrage de ce secteur, de la propulsion des navires par le vent. Et puis merci de me permettre d'intervenir sans être avec vous malheureusement physiquement, mais voilà. Alors, Winship, c'est une association qu'on a créée en septembre 2019, donc on vient d'en marquer les 5 ans, avec pour finalité le développement d'un transport maritime plus propre et décarboné en soutenant le développement, le déploiement de navires propulsés par l'énergie du vent. Pourquoi ? Tout simplement, et on va repartir peut-être un peu sur la grande image. Aujourd'hui, on a 100 000 navires qui sont par les mers. Ces 100 000 navires, ils représentent à peu près 3% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Et si on continue dans cette direction, ça pourra représenter à peu près 17% des émissions mondiales d'ici 2050. Donc on a une organisation maritime internationale, une agence des Nations Unies qui gère les impacts du transport maritime, qui a adopté une stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2018, et qui a été revue tout récemment, qui nous amène à une obligation de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour arriver à un net zéro à peu près en 2050. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les navires, aujourd'hui, ils sont en mer pour une durée de vie de 20-25 ans.
Si on veut être sur des navires sur du net zéro émission d'ici 2050, ça veut dire que dès aujourd'hui, il faudrait construire des navires zéro émission. Ces navires, c'est à peu près 300 millions de tonnes de fuel qui sont brûlés à bord chaque année. Ça représente à peu près 3000 TWh. Alors, c'est énormément d'énergie. Je ne sais pas si vous avez à peu près les équivalences, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si on veut produire cette énergie de manière décarbonée, ça représenterait à peu près 600 réacteurs nucléaires vraiment dédiés au transport maritime. Et c'est donc un besoin énergétique qui est absolument gigantesque, avec des coûts associés qui dépassent les 1000 milliards de dollars d'ici 2050 en termes d'investissement. Donc une fois qu'on a posé ça, je pense qu'on peut se dire que utiliser une énergie qui est disponible immédiatement, qui est gratuite, qui est renouvelable, qui n'est pas en compétition avec des usages terrestres parce qu'il va falloir tout décarboner, qui est donc l'énergie du vent, eh bien, c'est finalement assez intéressant à utiliser. Et c'est pour ça que l'association Winship a été créée, c'est pour vraiment porter ce message-là auprès de tous les acteurs du transport maritime et de la logistique, puisque un certain nombre de porteurs de projets un peu historiques dont parlait Mathieu tout à l'heure, comme TOWT, comme Grain de Sel, Neoline, Zéphyr et Boré, ont commencé à porter des premiers projets, mais avaient encore du mal à être comment dire, entendus, pris au sérieux. Il y a il y a quelques années, enfin il y a déjà 5 ans, quand on a créé l'association, parce qu'on avait cette image, cette culture effectivement des grands clippers de 70 hommes d'équipage à bord, d'une difficulté, de conditions de navigation complexes, etc. Et donc, la proposition qui est amenée aujourd'hui, c'est évidemment pas de revenir à ces grands clippers, c'est d'avoir des voiliers cargo modernes qui s'inscrivent dans un transport maritime qui est aujourd'hui un maillon essentiel de l'économie mondiale. On peut discuter du besoin de transporter tout ce qu'on transporte aujourd'hui, mais en tout cas, aujourd'hui, on a besoin, et même si on arrive à activer des leviers de re-régionalisation, sobriété, on ne peut pas l'arrêter immédiatement. Et donc, aujourd'hui, il faut réussir à utiliser cette énergie du vent et à la valoriser au maximum. Il y avait combien de fondateurs? Qui étaient les fondateurs de cette association? Et aujourd'hui, combien de membres et quel est le profil des adhérents? Alors, on a cofondé l'association avec 5 membres, dont finalement 2, ce qu'on appelle des néo-armateurs, c'est-à-dire des compagnies d'armement maritime qui se créent, Neoline, Zéphyr et Boré, puis une compagnie qui travaille plutôt sur les évaluations de performance et les équipements de navigation à bord, The Ice Engineering. Et aujourd'hui, on a 50 membres qui sont des acteurs dont le cœur de métier, c'est vraiment la propulsion par le vent, des armateurs, des équipementiers, dont Mathieu parlait aussi tout à l'heure, ceux qui vont créer ces voiles, ces ailes, ces profils qui sont plus épais, aspirés, des rotors, des kites. Et puis, on a des architectes, des bureaux d'ingénierie et des chantiers qui, eux, sont là sur une vision complète du navire pour sa construction. Et quel est l'objectif de votre association, pardon? Non, je vous en prie. L'objectif, c'est vraiment, enfin, on s'en est fixé 3. Un premier qui est vraiment de travailler sur l'image et la notoriété des solutions de propulsion par le vent. Comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas en train de reprendre une histoire, enfin, on est en train de reprendre une histoire, mais sans reprendre les mêmes outils qu'auparavant. Et ça, il faut l'expliquer. Que sont les voiliers cargo, quels sont les équipements, comment est-ce qu'on opère les navires, comment est-ce qu'on les exploite, sur quelle route. Et ça, c'est tout l'objet d'un pan des activités de l'association qui mène des conférences, qui a écrit un livre blanc sur le sujet, etc. On a un deuxième objectif qui est vraiment de travailler sur les conditions de la compétitivité d'un secteur, un véritable secteur qui se construit en France, qui est finalement un secteur industriel, hein, parce que ces mâts, ces voiles, ce sont des objets de grande taille qu'il faut réussir à produire dans un pays dans lequel l'industrialisation n'est pas simple. Donc, il faut mettre en place tout un process de production et réussir à répondre à une demande qui va être importante assez rapidement. Et puis, le dernier axe sur lequel on travaille, c'est essayer de guider les nouveaux arrivants dans ce secteur pour faire en sorte qu'ils aient les bons réseaux, les bons contacts, les bons réflexes pour aller plus vite dans la mise en œuvre des projets. Parce qu'on voit que c'est complexe. Ce sont des projets qui sont multi-acteurs, hein, qui nécessitent des moyens de financement, de l'opérationnel, etc. Et il faut réussir à accélérer ce mouvement si on veut effectivement répondre aux besoins de décarbonation du transport maritime. Vous avez évoqué un livre blanc. Il porte sur quoi? Et quel est le but de ce livre blanc? Le livre blanc, c'est vraiment justement un outil pédagogique pour expliquer de quoi on parle quand on parle de propulsion des navires par le vent. Donc, il est disponible en ligne sur notre site internet winship.fr.
Et vraiment, l'objet, alors il a été écrit en 2022, donc il y a un petit peu de mise à jour à faire. Mais voilà, l'objet, c'est de présenter en quoi cette alternative de propulsion des navires est quelque chose qui est disponible immédiatement, qui est crédible, qui est fiable et qui peut permettre d'apporter un niveau de décarbonation important. C'est même la seule possibilité aujourd'hui, puisque les carburants alternatifs ne sont pas encore disponibles. Et pour transporter sur de longues distances des grands navires, on n'a pas grand-chose de disponible à part l'énergie du vent, qui peut permettre quand même de réduire de 5 à 20% le besoin énergétique du navire quand on utilise ça sur des navires déjà existants, ce qu'on appelle le... En assistance? Voilà, en assistance, et puis qui peut permettre d'aller de 30%, mais plus de 50% en propulsion principale par le vent, quand on est sur des navires nouvellement construits qui ont vraiment été dessinés pour cela. Et aujourd'hui, que représente le transport de marchandises à la voile? Est-ce que c'est marginal? Et quelle est sa feuille de route? Alors, il faut être clair, la stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'OMI, c'est 2018. En fait, c'est hier. Et donc, c'est à partir de là que vraiment a commencé à s'enclencher un mouvement sur, tiens, comment est-ce qu'on pourrait décarboner les navires? Il y a 2 ans, on avait 3 navires. En 2023, on avait une trentaine de navires. Là, en 2024, on arrive à 50 navires, ce qui n'est pas grand-chose, hein, sur les 50 à 100 000 navires qui sont aujourd'hui sur les routes maritimes. Mais par contre, on s'aperçoit qu'on a un carnet de commandes qui nous permet d'anticiper une centaine de navires d'ici quelques mois. Et donc, on est en train d'aborder cette fameuse courbe en S, cette accélération avec des retours d'expérience, de l'apprentissage et une demande de plus en plus forte parce qu'on a aussi des conditions réglementaires avec des pénalités, avec des coûts du carbone qui sont associés, qui commencent à rentrer en ligne de compte à partir de 2025 et dans les quelques années qui viennent. Donc vous bénéficiez d'un effet levier. Une centaine de navires, c'est dans le monde, hein, les commandes. C'est dans le monde, tout à fait. Et aujourd'hui, en France, on a quand même un certain nombre de projets qui sont équipés ou qui vont être équipés. Alors justement, quelles sont les compagnies en présence et les lignes véliques actuellement et les projets opérationnels ou en cours? Alors aujourd'hui, il y a peut-être pour l'expliquer, on a 2 axes quand on parle de propulsion vélique en France. C'est-à-dire qu'on a ces équipementiers qui sont en train de construire, de produire ces voiles, ces ailes, ces kites, et qui vont pouvoir équiper des navires du monde entier. Et puis de l'autre côté, on a notamment ces jeunes compagnies d'armement maritime, ce qu'on appelait les néo-armateurs, qui souhaitent ouvrir des offres de transport maritime décarbonées grâce à l'énergie du vent. Et aujourd'hui, dans l'association UNSHIP, on a presque une vingtaine de néo-armateurs. Alors, un certain nombre commencent à avoir des navires, d'autres ne les ont pas encore, sont sur des projets, avec des projets qui sont assez différents. On a des projets en effet en transatlantique, et comme le disait Mathieu, ce sont des lignes assez porteuses, puisque les alizés sont connus, et ce sont nos fameux Wind Corridors, en termes de Green Corridor. On a ensuite des projets qui commencent à se développer sur des lignes qui vont en Amérique latine, sur des lignes qui vont à Madagascar, sur des lignes en Méditerranée, je pense qu'on parlera aussi, sur des lignes qui sont en cabotage maritime, donc plutôt sur les côtes françaises avec des petits parcours. Et aujourd'hui, ça ne représente pas encore un tonnage extrêmement important, mais c'est en train de croître de plus en plus. Alors justement, vous parlez de cabotage en Méditerranée, donc je pense tout de suite à la jeune compagnie ICO et avec nous Jamina. Qu'est-ce qu'ICO? Racontez-nous la genèse de ce joli projet ICO. Bonjour à tous, donc merci et ravie d'être ici pour parler d'ICO. C'est marrant parce qu'il y a quelques années, j'aurais pu participer à Top Transport, mais en tant que chargeur. Moi, j'ai un parcours, pendant 10 ans, j'ai importé des plantes tropicales bioéquitables. Donc, je me suis ainsi frottée aux problématiques de transport maritime avec quelques insatisfactions, notamment sur le plan social et environnemental, avec peu d'informations, comme l'évoquait Mathieu, et aussi peu d'alternatives bas carbone. Or, depuis longtemps, je suis convaincue que des alternatives durables sont possibles. Moi, j'ai grandi sur un voilier et j'ai très jeune intégré qu'il était efficace de déplacer les navires sur les mers du monde avec l'énergie du vent. Plus tard, je participe à la Transat Jacques Vabre sur un trimaran de course de 50 pieds entre le Havre et le Brésil en duo féminin et on met 19 jours. Donc, comparé à un cargo, en termes de transit time,
on n'est pas trop mal. Et par contre, sur le plan environnemental, là, on est juste imbattable. Donc tout ça illustre la raison d'être d'ICO, donc d'apporter l'expertise française de l'industrie nautique et de la course au large à la marine marchande pour contribuer à décarboner le transport de marchandises. Donc ICO, c'est une équipe d'experts du maritime et aussi de la transition énergétique. Donc on est en train de concevoir un voilier cargo moderne spécifiquement adapté aux conditions de navigation dans le bassin méditerranéen. Donc là, on est en train de construire les premières lignes décarbonées méditerranéennes, donc par exemple vers l'Espagne, vers l'Italie, vers la Turquie, vers la Grèce. L'ambition d'ICO, c'est de développer une flotte avec plus de lignes et plus de fréquences sur chacune de ces lignes pour avoir plus d'impact. Donc aujourd'hui, on conçoit le navire et il reste de la place dans les cales. Donc l'enjeu est quand même de faire connaître aux chargeurs que des alternatives décarbonées sont aussi possibles en Méditerranée. Et quelles sont les spécificités de ce premier navire que vous êtes en train de concevoir ? Alors nous, on est sur un pur voilier. Donc comme le disait Lise, dans les projets de propulsion vélique, il y a l'assistance vélique avec des ailes de kite, des ailes rotor, et il y a aussi des purs voiliers. Donc nous, on est sur un projet de pur voilier cargo, donc une goélette de 40 mètres de long, de 10 mètres de large, avec une surface de toile de 600 mètres carrés au pré, 800 mètres carrés au portant, donc qui est bien toilé. Et donc ce bateau a une capacité de 200 palettes avec des cales à température et hygrocontrôlées et donc un bateau qui est performant dans les conditions en Méditerranée qu'on sait pas toujours facile, donc qui avance bien dans du petit temps et qui soit aussi résistant dans du gros temps. Vous avez parlé de fret palettisé, donc vous avez pris l'autre option. Wincop a choisi un porte-conteneurs. Pourquoi ce choix, Jamina ? Alors oui, donc nous, on a fait le choix de la palette pour 3 raisons. D'abord parce que ça nous permet de transporter uniquement la marchandise de nos clients, donc sans surcoût, sans surpoids. Quand on sait qu'un conteneur de 20 pieds pèse déjà 2 tonnes, voilà, c'est impactant. Deuxième choix, c'est aussi parce que ça contraint le dessin du voilier cargo et ça peut donc impacter aussi les performances à la voile. Et nous, en Méditerranée, on est sur des distances assez courtes, donc il y a un enjeu d'être très performant à la voile pour aussi garantir un taux de décarbonation de 90% d'un pur voilier. Et troisième point, c'est parce que ICO, nous, on peut transporter par exemple 198 palettes, ce qui est l'équivalent de 18 conteneurs donc sur une goélette de 40 mètres. Mais si on avait voulu effectivement transporter 18 conteneurs, il aurait fallu faire un bateau plus grand, donc avec des coûts plus significatifs, des coûts de construction, mais aussi des coûts d'exploitation avec plus de marins. Donc pour nous, c'était le format de voilier bien adapté à une navigation en Méditerranée. Sans compter la question de l'équilibrage des flux. Je pense que tous les transporteurs ici le savent. Dès qu'on est en container, on risque de transporter des containers vides à un moment ou à un autre, ce qu'on n'est pas le cas avec la palette. C'est ça. Combien de marins à bord ? 4 marins, donc avec un équipage en rotation, donc ça fait 2 équipes de 4 marins. Et donc vous parlez de cabotage en Méditerranée. C'est un sujet, le cabotage, c'était un grand sujet il y a une quinzaine d'années au niveau de l'Europe. Il y avait même des programmes de financement du cabotage en Méditerranée. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une solution qui devient sérieuse ? Alors oui, c'est intéressant parce qu'il y a une sorte de phénomène de concurrence route maritime sur certaines destinations, par exemple le Maroc, le sud de l'Espagne, l'Italie, mais la Turquie. Et pour les entreprises ayant des flux sur ces destinations, le report modal de la route vers le vélique constitue un levier de décarbonation très important parce qu'on peut permettre 90% de décarbonation. Par exemple, avec ICO, on peut transporter par trajet l'équivalent de 6 semi-remorques. Donc c'est assez significatif. Et par exemple, c'est le choix qu'a fait AgroSourcing, donc un partenaire d'ICO, pour transporter les amandes d'Alicante vers Toulon. Ils sont passés donc du routier au vélique.
Est-ce que ça pourrait également intéresser les compagnies de transport routier qui aujourd'hui font du transport combiné? Est-ce que pour se décarboner, elles pourraient faire Tout à fait, du ça peut transport s'inscrire dans une alternative décarbonée au routier, tout à fait. Et donc vous aussi, modèle original, hein, enfin peu commun dans le maritime, c'est une coopérative. Exactement. Donc, comme WinCop, on a fait le choix de la coopérative d'intérêt collectif. Pour nous, ça avait du sens à plein de niveaux, question éthique. Et aussi, il y avait un point qui nous paraissait vraiment pertinent dans ce modèle SIC, c'était d'ouvrir la gouvernance. Nous, la raison d'être, l'objectif d'ICO, c'est de contribuer à développer la solution du transport à la voile en Méditerranée. Et on s'est dit que ce n'était pas une start-up toute seule dans son coin qui allait vraiment changer les lignes. Et le statut SIC permet d'ouvrir la gouvernance et de mettre toutes les parties prenantes autour de la table, que ce soit les acteurs économiques, donc les chargeurs, les collectivités, les institutionnels, les citoyens, avec un cap commun et donc au service de l'intérêt général. Donc ça veut dire tous les bénéfices sont réinvestis dans le projet, les parts sociales ne sont pas valorisables. Enfin, voilà, pour nous, c'était aussi le garant de cette mission. Et vous en êtes où? Qui vous suit? Est-ce que vous avez besoin encore de partenaires, de soutien? Alors, donc il y a des chargeurs qui embarquent, qui nous font confiance, mais les cales sont ouvertes, il y a encore de la place. Donc oui, on est dans une phase de faire connaître la solution, hein, parce que c'est quand même tout un enjeu. Et après, à partir de ça, nous, on lancera la construction du bateau sur 2025-2026, avec un projet d'avoir les premières lignes opérationnelles sur 2027. Super. Je me tourne à présent vers Michael Ullmann. Alors, on n'aurait jamais imaginé Ariane Group sur un projet vélique. Hein. On se dit c'est un peu marginal. Qu'est-ce qui vous a poussé dans une aventure aussi incroyable? Alors, si vous voulez, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au début... Il ne marche pas le micro? Parlez bien dans le... Là, il ne marche pas, là, c'est oui. bon ah, ouais. Ouais. Moi, j'ai pas l'habitude. Hein, c'est un projet fou. Effectivement, c'est un projet fou et il faut peut-être essayer de voir sur quoi on travaille. Hein. Donc, Ariane Group fabrique des fusées. Donc, on est dans un monde très industriel, technologie. Ouais, où il n'y a pas d'aléas. Il n'y a pas d'aléas, peu de place finalement à l'improvisation et à des solutions un peu innovantes. Ceci dit, on nous a quand même demandé, lorsqu'on est passé sur Ariane 6, de prendre en compte un paramètre significatif par rapport à la construction de cette fusée, c'était de réduire très significativement les coûts. Donc ça touchait tout le monde, la partie éléments de la fusée, mais également tous les services annexes et prestations de services et le transport. Donc on est parti côté transport sur une feuille de route qui nous avait été donnée, donc 4 points de sortie en Europe pour aller récupérer des pièces d'Ariane, donc au port de Brême en Allemagne, à Rotterdam, au Havre, et puis ensuite à Bordeaux pour rejoindre la Guyane française sur un parcours qui devait se faire en rotation sur une trentaine de jours. Comme vous le savez aussi, des fusées, on n'en fait pas autant que des avions ou des voitures. Hein, ce n'est pas les mêmes cycles. Donc quand on fabrique une fusée, elle doit pouvoir vivre une quinzaine d'années. Ça veut dire qu'on structure quelque chose autour de ça. Et ça veut aussi dire qu'il faut qu'on puisse garantir, par rapport à la concurrence qui montait beaucoup dans ce secteur-là, un coût, une maîtrise du coût sur le temps qui puisse permettre d'être compétitif sur les marchés. Alors sur le transport, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on fait une structure de coût sur un transport, on arrive très vite sur la partie énergie, carburant. Et donc là-dessus était l'enjeu sur lequel on avait lancé une consultation qui avait été encadrée par les règles de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne. Et on est rentré en contact avec une start-up, la fameuse, tu parlais de Niels Joyeux, donc c'est comme ça qu'on a connu Niels, hein, au travers de Zéphyr et Boré. Et c'est comme ça qu'est né ce projet. Alors on avait en face des solutions tout à fait traditionnelles avec des solutions pures fossiles, hein, ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Et très vite, on s'est rendu compte du gisement qu'il y avait en termes de, encore une fois, maîtrise de coûts sur le long terme et limitation de l'empreinte carbone. Donc ce projet a été lancé sur le papier il y a 8 ans. Et finalement, le bateau en lui-même est sorti fin 2022.
Donc il y a eu un appel d'offres, hein, c'était un grand concours. C'était un grand concours avec des poids lourds, des poids lourds du maritime. Et c'est effectivement, ce n'est pas les solutions que nous avons retenues, même si peut-être techniquement c'était des modèles éprouvés. Encore une fois, ce que vous disiez sur... Il y a eu des déçus. Hein. Il y a eu des déçus. Je capte pas, mais il y a eu des déçus. Non, il y a eu des déçus très locaux d'ailleurs. Mais bon, je pense que là, on a donné sa chance à quelque chose qui forcément doit être promu dans les années à venir, dans l'avenir. C'est cette indépendance par rapport aux sources énergie fossiles et se servir de ce qui existe autour de nous. Et très rapidement, alors aujourd'hui, on se base sur des planches de calcul, sur des modèles qui ont été élaborés pour voir qu'est-ce qu'allait nous rapporter ce type de navire. On voit déjà qu'on est au-delà de nos espérances et on ne regrette pas au niveau Ariane Group d'avoir fait ce choix-là. Donc le canopé est en opération depuis combien de temps? Quelles sont l'activité? Quelle est l'activité? Alors aujourd'hui, Canopé est en opération depuis fin 2022. Voilà. Donc on a commencé à faire les premières traversées, les premières rotations qui seront celles qui seront plus régulières une fois qu'on sera monté en cadence de production. Bon, vous l'avez peut-être vu, Ariane 6, la première est partie en juillet. Donc là, on est en train d'éprouver le modèle industriellement. L'objectif, c'est de pouvoir en faire 9 par an sur des rotations, donc en une fois de 30 jours. Donc c'est quelque chose d'assez soutenu. Et notre supply chain est articulée autour de cette rotation. Alors justement, comment vous avez réorganisé cette supply chain autour du navire? Alors aujourd'hui, ce navire, c'est le transport principal, hein, donc c'est la colonne vertébrale de notre supply chain pour Ariane 6. On pilote tous les transports amont et aval par rapport au moment où l'escale est prévue pour ces bateaux sur les 4 ports de sortie en Europe. Et c'est comme ça qu'on arrive à optimiser le modèle économique. Et une précision, donc vous n'êtes pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en échangeant, vous n'êtes pas le propriétaire du navire, non. Vous êtes affréteur. Tout à fait. Donc ça, c'était très important. Ça fait partie du modèle économique d'Ariane Group. Hein. Donc nous, on fabrique des lanceurs, on n'est pas transporteur. Donc c'est le moins d'assets possible. On achète une prestation de transport à un prestataire de service. Donc ça veut dire que ce bateau, même s'il a été designé pour Ariane Group et pour la fusée Ariane 6, il a des particularités techniques, c'est-à-dire qu'il n'est pas très grand, il est plus grand de ce que vous avez, mais on est sur un bateau qui fait un peu plus de 120 mètres de long, 20 mètres de large, avec un tirant d'eau très faible pour les alluvions de l'Amazone au large des eaux guyanaises. Mais c'est un bateau qui a quand même beaucoup de flexibilité opérationnelle et de par cette capacité à utiliser le Vélic peut intéresser d'autres clients. Donc il est ouvert au marché à d'autres clients si Ariane Group n'en avait pas besoin. Donc, pardon, est-ce que ça arrive, ils transportent d'autres types de marchandises? Et si oui, quoi, entre où et où? Alors, aujourd'hui... disons que Ariane Group se fait un petit peu le vecteur de publicité de notre prestataire de service. Non, pour ceux qui ont vu le bateau, on ne peut pas passer à côté parce que c'est écrit en grand Ariane 6 on board. Donc on se doute qu'on transporte du spatial. Donc aujourd'hui, le fret qui passe en dehors des fusées Ariane 6 est plutôt du spatial à destination de ports du spatial. Donc dernièrement, il y a eu un transport de satellites depuis l'Europe vers Cape Canaveral. Donc ça fait partie des prestations que ce bateau peut faire. D'accord, donc c'est la navette. C'est la navette surtout un prix hyper intéressant. Là, je vous parlais de la maîtrise du coût sur le long terme. Nous, on est sur des projets, encore une fois, des cycles de vie de 15 ans. Donner des projections de prix, notamment sur le transport sur 15 ans, c'est juste que c'est impossible à faire. Là, on a quelque chose où on sait qu'on réduit au maximum le couloir de fluctuation de prix. Donc, c'est intéressant pour ça. Je vais vous donner un ordre de grandeur sans donner de chiffres, mais
Aujourd'hui, le chiffre 30 est très parlant pour Canopée. 30, c'est en général, en gros, on a économisé 30% de consommation de carburant sur des rotations type normal. On peut aller jusqu'à 50% si on n'a pas trop de rotation à faire et en optimisant par rapport au vent, en se donnant un peu de temps. Bon, on va être un peu plus vite que 8 nœuds, on va être aux alentours de 11-12. En termes de coût de transport au global, aujourd'hui, on estime qu'on n'est pas loin de la division par 2 par rapport à avant. Donc, surtout que ces dernières années, donc le prix des carburants a flambé, donc on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça peut complètement modifier un modèle économique, le prix du transport. Alors, tout à fait, vous avez raison de parler de ça. Et puis, il y a l'autre aspect aussi qui est important, on parlait là, des zones un petit peu contrôlées en termes d'émissions. C'est Cannes, écart. C'était aussi l'objectif, c'était d'être le plus indépendant possible de la fluctuation de réglementation qu'il y aura dans les 15 prochaines années. C'est sûr qu'il y en aura encore d'autres, on ne le sait pas encore aujourd'hui. Donc avec effectivement un navire à propulsion vélique, c'est quand même quelque chose où on se met sur le côté sûr. Moi, je voudrais vraiment tirer mon chapeau. On était passé un petit peu vite, mais c'est cette décision d'Ariane de se lancer dans un projet aussi fou, elle est géniale. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Lise, mais pour moi, ça a donné un coup d'accélération au secteur qui est énorme. Enfin, on vous doit tous énormément d'avoir fait ce pas, d'avoir osé faire cette chose-là. Et bon, finalement, on entend que c'est dans votre intérêt aussi, mais quel coup de génie, quoi. Et franchement, merci beaucoup. Je ne sais pas à quel endroit dans Ariane Group une décision de ce type-là a pu se prendre. Ça reste complètement mystérieux pour moi. Non, mais Michael me disait en préparant qu'il a eu du mal. Ça a été difficile. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'était pas aussi simple peut-être que ce que je raconte là, parce que là je parle, moi je suis acheteur, donc moi je vais parler économie, je vais parler chiffres, etc. C'est pas pour ça que je suis pas un passionné et que ce genre de sujet, rien que sur le papier, m'avait vraiment fasciné. Mais quand on est encore une fois dans une structure avec des ingénieurs de haut niveau et sur des produits de ce type-là, pas de place pour l'aléa, vous le disiez. Proposer ce genre de choses, c'est juste, on nous a traités de fous. Si, il y a quelques centaines d'années, on aurait été torturé, crucifié plusieurs fois, je le dis souvent, on est mort plusieurs fois. Accroché à la fusée. Et il a vraiment fallu batailler à plusieurs niveaux d'hierarchie petit à petit pour convaincre. Et alors, chance ou pas chance, il faut voir que ce bateau, c'est un super vecteur de communication aussi. Quand on le voit passer, ça fait rêver. Et comme on avait quelques problèmes sur le programme Ariane 6 en développement, mais les gens, quelque part, s'émerveillaient, se réjouissaient de voir ce projet qui, lui, pour le coup, voyait jour. Donc ça a changé quelque chose en termes de communication avec ce navire avant-gardiste, décarboné Complètement. Donc tout le monde de la société s'est senti impliqué, de près ou de loin. Et s'est identifié à ce bateau, et finalement en s'identifiant à ce bateau, quelque part à la cause environnementale et puis à ce vecteur de l'énergie vélique. Oui. Lise, est-ce que ça a changé quelque chose pour l'association Winship et la perception de la filière vélique ? Oui, c'est clair que ça a été un moment un peu clé, un peu phare, avec d'une part cette construction, cet équipement qui s'est fait en France. C'est le premier navire nouvellement construit qui est équipé de système vélique et qui, on est en train d'avoir les retours là, sur les 6 premières transatlantiques, confirme les économies réalisées, puisqu'on est, si je ne m'abuse, entre 25 et 50% d'économies sur ces 6 transatlantiques, ce qui est un chiffre absolument énorme par rapport à ce qu'on anticipait. On était à 30% et on voit que ça, par moment, on peut aller bien au-delà de ça. Donc il y a quelque chose de très très fort qui se joue derrière ça. Cette image de navire et les résultats sont extrêmement importants. Et puis au-delà de ça, ce qui est très important, c'est le vécu à bord et l'expérience de l'équipage. Mais je pense que Mickaël peut en parler sans doute plus que moi. En tout cas, les retours que moi j'ai eus sont extrêmement positifs, avec une appropriation du sujet par l'équipage qui est
est très très importante. Et je pense que cette vision d'un chargeur qui est capable de s'engager sur 15 ans, c'est vraiment quelque chose qui fait changer les choses. Ce sont en tout cas des signes et des points d'accroche pour les développements de projets ultérieurs qui sont extrêmement importants et qui marquent en effet le démarrage de ce secteur vélique. La perception là, des marins? Alors la perception des marins, effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir les côtoyer un petit peu. Déjà, ils ne deviendront pas sourds. J'ai pu séjourner un petit peu à bord, mais c'est effectivement, j'ai ressenti beaucoup de fierté en fait de l'équipage, de pouvoir opérer ce navire, d'être à bord de ce navire et finalement de revenir aux sources, parce que c'est un petit peu les échanges que j'ai avec Niels depuis le temps que je le connais, c'est revenir aux sources. Finalement, tout est là pour faire ce transport, je vais dire de façon simple. Finalement, on utilise ce qui a toujours été là. Et je pense que c'est effectivement quelque chose qui va se développer de plus en plus pour ceux qui s'en donnent les moyens et qui osent. Encore une fois, nous, on a osé. Aujourd'hui, on s'y retrouve sur plusieurs niveaux et on ne regrette pas. Et je pense qu'il y en aura d'autres. D'autres canopées? Alors, il est possible qu'il y ait d'autres canopées. Alors, ça ne s'appellera pas comme ça, c'est le nom qu'on a choisi de lui donner. Mais c'est. Les canopées, allez, on fait une petite aparté. Pour le nom de canopée? Ouais. Alors, le nom de canopée, c'est pareil. Comme je vous dis, on était deux à être sur ce projet au début. Et nous est venu tout de suite ce nom-là parce qu'on est amoureux de la Guyane tous les deux. Et on s'est dit, voilà, la forêt amazonienne, c'est quand même quelque chose qu'il faut préserver. On n'arrête pas d'entendre parler que cette forêt est détruite ou se détruit de plus en plus. Et c'était aussi la transition avec la fusée qui, finalement, au firmament, comme la canopée, qui est le dernier étage de biodiversité dans la forêt amazonienne. C'est naturellement le nom qui nous est venu. Voilà. Mathieu, est-ce que vous comptez communiquer et de quelle manière vous allez communiquer quand le navire sera en opération? C'est vrai que vous pouvez l'imaginer, au-delà de nos convictions, de notre envie de décarboner et d'avancer sur le côté social, économique, ça a un impact en termes de communication qui est non négligeable. Je pense que vous l'avez ressenti à Ariane et nous, on a commencé à le ressentir pour Arcadie. Je pense que ce sera bien sûr beaucoup plus le cas quand le navire sera sur l'eau. Là, pour le moment, ça reste à l'état de projet. C'est cette phase un petit peu délicate où on dit aux gens « ouais, ça avance, mais c'est pas encore bientôt, c'est pas encore tout de suite ». Tout ça, mais quand même, on a commencé à communiquer. On a mis sur nos produits un petit macaron bientôt transporté à la voile. Voilà, et j'espère que dans 2 ans, je vais pouvoir enfin changer ce macaron en mettant transporté à la voile. Et au-delà de la communication auprès des consommateurs, nous, on est sur un marché, le bio, qui est à la recherche, en fait, au-delà du bio, d'autres signes de qualité. Et on a certains de nos clients qui commencent, par exemple, Biocop, pour ne pas les nommer, ils interdisent déjà le transport en avion d'un côté. Et là, on a vu qu'ils commençaient à dire à leurs autres fournisseurs, quand ce sera possible, on espère bien que vous transporterez à la voile. Donc il y a vraiment une reconnaissance de ce mode de transport par nos clients. Et voilà, il ne faut pas se cacher que ça va jouer, parce que nous, derrière, on va quand même devoir assumer un surcoût. Pour le coup, à la différence d'Ariane, les gains en termes de gasoil ne seront pas compensés complètement. Enfin, ça sera compensé, plus que compensé par le fait que le bateau est plus petit et donc coûte plus cher. Le transport maritime, maintenant, les porte-containers de 24 000 containers, ça permet de baisser énormément le prix. Avec un bateau de 89 mètres, on ne pourra pas s'aligner. Donc le transport sera plus cher. Et donc il faut que l'ensemble de notre chaîne de valeur accepte ce projet-là. Mais voilà, on sent vraiment qu'il y a un attrait, il y a un engouement pour le projet qui fait que ça peut passer. Et puis voilà, nous, notre vision quelque part derrière, c'est non seulement de développer ça, mais de faire reconnaître que peut-être là aussi c'est le vrai prix. On parle beaucoup en ce moment dans le monde de l'écologie, des coûts cachés ou du vrai prix des choses. Et c'est vrai que le transport maritime, quand on importe un conteneur de Chine à, je sais pas, ça s'est remonté là avec le problème dans la mer Rouge, mais juste avant ça, on était à 900 € ou quelque chose comme ça.
Enfin, c'est fou, quoi. 900 € pour 10 tonnes, 10-15 tonnes. On arrivait à des choses qui nous permet d'aller importer des jouets en plastique à 1 ou 2 € le kilo, ou des t-shirts qui ont été faits dans des conditions déplorables. Tout ça est possible par un coût qui est trop bas. Donc, nous, on espère faire changer un petit peu par cette prise de conscience, de dire le transport, c'est quelque chose de noble, on en a besoin. On ne peut pas dire on fait tout en local. Il faut continuer à importer certaines choses. Il faut continuer peut-être à faire des fusées. On a besoin du GPS, on a besoin de toutes ces choses-là. Mais il faut le faire correctement, quoi. Il faut le faire sans mettre sous le tapis tous les coûts cachés, entre guillemets. Donc voilà, on fait de la publicité pour l'entreprise, mais moi j'espère profondément faire de la publicité pour un nouveau modèle économique, un nouveau modèle de transport, mais surtout une nouvelle façon de voir comment est-ce qu'on travaille. Et je suis vraiment content voilà, d'avoir des acteurs aussi différents autour d'un projet comme ça, parce que ça montre vraiment que ce n'est pas juste quelque chose de partisan, réservé à des bobos. Non, on peut réfléchir ça, y compris sur des fusées Ariane. Moi, ça m'enchante. Est-ce qu'il y a des questions ? Vous voulez un micro ? Non, c'est bon. Ça donne un peu de valeur à ce qu'on fait. Et on se demande aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité ? Parce qu'on est en tant qu'importateur, on est souvent catalogué de... Vous êtes un importateur ? Oui, je suis un très grand importateur. Ce n'est pas toujours une image très positive. Donc là, vous nous invitez d'avoir une nouvelle option. On a une éthique un peu plus poussée sur le transport maritime. C'est intéressant. Et moi, j'avais des questions concernant les conditions maritimes. Parce que pour les conteneurs, on va passer pour la ferme de l'Afrique. C'est assez sport, surtout des gens comme la Méditerranée rouge. Il y a beaucoup de conteneurs qui tombent à l'eau et c'est des conditions qui sont très compliquées. Est-ce qu'avec un bateau à voile, vous aurez des conditions qui sont... les conditions sont les mêmes, mais est-ce que vous aurez les mêmes enjeux, les mêmes problèmes? Là, c'est quand même des gros bateaux qui arrivent quand même à passer au travers, mais avec des bateaux plus petits et des équipages moins nombreux, est-ce que ce sera aussi un enjeu compliqué ou vous allez Alors, je ne suis pas un spécialiste des conditions de mer et des choses comme ça, mais de ce que je comprends, notre bateau, il est assez grand pour voilà, être quand même relativement stable. Enfin, encore une fois, ce n'est pas un petit voilier de plaisance qui, effectivement, traverser le cap avec un petit voilier de plaisance, ça peut être vraiment sport. Là, 90 mètres, ça permet d'amortir un petit peu. Mais on n'est pas sur ces espèces d'immeubles où le moindre coup de mer crée une accélération sur le conteneur qui est en haut, qui est monstrueuse. Là, nous, on va avoir, il n'y a que 2 couches de conteneurs qui vont dépasser du pont. Ça va rester relativement stable. Donc, on est quand même dans un transport, je pense, qui devrait être relativement sécurisé de par sa taille. On maîtrise mieux un bateau de 200 conteneurs qu'un bateau de 20 000 conteneurs. C'est sûr que même en termes d'arrimage, de surveillance, etc., surveiller 20 000 conteneurs, ça doit être quasiment impossible. Là, on sera dans une maîtrise beaucoup plus grande. Je ne vous cache pas que j'espère quand même que d'ici 2 ans, on pourra de nouveau passer par Suez, parce que ça complique les choses. Pour nous, comme pour toutes les compagnies maritimes, et puis ça rallonge compliqué. Les routes, c'est pas très environnemental. C'est ça, voilà, même si voilà, nous, on fera des économies de carburant, y compris sur cette route, et ça ne remet pas en cause le projet. Mais voilà, sur le point de vue de la perte de conteneurs, je suis assez confiant parce que voilà, c'est un bateau où ce sera plus simple. Et après, voilà, c'est un bateau qui est prévu pour aller sur n'importe quelle mer, moyennant bien sûr un routage météo optimisé. On ne va pas traverser les ouragans comme aucun bateau. Alors là, on a le tarif que j'annonçais de 5 500 € pour Madagascar. C'est un tarif en passant par Suez. S'il fallait passer par le Cap, ça rajoute, je pense, une dizaine de jours. Et forcément, il y aura une implication sur le tarif, parce que le tarif, c'est voilà, les coûts fixes, les coûts variables divisés par le nombre de containers. Enfin, il y a une équation mathématique qui est imparable. Donc il faudrait qu'on recalcule les prix. Encore une fois, on table sur le fait que ce sera rentré dans l'ordre d'ici 2 ans. Mais voilà, on sera obligé de répercuter les coûts sur nos tarifs.
Alors oui, effectivement, c'est des solutions qui se construisent avec l'ensemble de l'écosystème portuaire. Donc on rencontre tous ces acteurs avec qui on reconstruit beaucoup le transport aussi de palettes. Donc c'est des solutions qui sont mises en œuvre. Notamment, on regarde avec le port de Toulon, avec des systèmes d'entrepôt. Après, ce qui est intéressant, c'est que le port de Toulon, notamment, est un port très sécurisé pour le militaire. Donc, on refait tous les schémas, toutes les chaînes logistiques pour garantir le maximum de traçabilité sur tout le transport de la palette. Et pour le transport de containers, ça simplifie assez les choses parce qu'on s'inscrit dans un flux qui est existant. Ça ne change pas grand-chose pour les ports, en fait. Il faut être un petit peu plus prudent au moment du déchargement parce qu'il y a quand même des mâts qui valent super cher au milieu. Ce serait dommage de les cogner. Mais moyennant quoi, voilà, on a déjà discuté avec le port de Marseille. Il n'y a aucun souci pour accueillir notre bateau. Tout à fait. D'autres questions? Allez-y, présentez-vous. Bonjour, François Bourboulon, je travaille au port de Marseille. On voit que le secteur est très dynamique en France. C'est peut-être grâce à Winship ou à Ryan Group ou de toutes les initiatives. Est-ce qu'à l'étranger, dans les autres pays européens ou ailleurs, est-ce qu'il y a ce genre de mouvement qui s'est créé ou est-ce que c'est une particularité française? Lise? Alors, on a une particularité française quand même. Il y a une histoire maritime qui est assez importante et une continuité aussi d'innovation dans la course au large qui vient alimenter par ces questions de routage. Les ailes qui équipent aujourd'hui Canopée ont été à l'origine les ailes qui ont été développées pour des navires de l'America's Cup. Un VPLP. Donc, il y a eu cette histoire qui a permis de continuer à construire ou en tout cas à initier ce renouveau. On a une spécificité en France, ce sont ces compagnies d'armement maritime qui sont ce qu'on appelle ces néo-armateurs, qui n'existent pas aujourd'hui à l'étranger. Ça, c'est vraiment une spécificité française. Et puis, on a une concentration dans les propositions d'équipement, parce qu'on a plus d'une dizaine d'équipementiers qui sont installés en France. On doit en avoir une bonne trentaine, peut-être une quarantaine aujourd'hui dans le monde, là aussi, qui sont importants. On en retrouve en Amérique du Nord, en Europe du Nord, un certain nombre de projets, mais ce sont des projets plus ponctuels. On a un fournisseur de rotor qui est en Finlande, on a un fournisseur de profil aspiré qui est aux Pays-Bas. Voilà, donc ce sont des choses plus ponctuelles. En revanche, on a quand même une progression et une commercialisation de plus en plus forte aussi dans ces pays. Et puis, petit à petit, une progression en Asie du Sud-Est, en Amérique du Nord, où ça commence à monter aussi. Vent favorable. D'autres questions? Non? Je veux juste dire sur un tout petit point qui a été évoqué tout à l'heure, sur la sécurité. Il faut savoir que le transport maritime est quand même extrêmement réglementé et tous ces navires passent les approbations nécessaires par ce qu'on appelle les sociétés de classification qui vont valider tous les calculs structurels, de manœuvrabilité, etc., etc. Donc ces navires, même s'ils ont des voiles, ils répondent aux mêmes critères de sécurité que des navires conventionnels. Jamina, tu voulais réagir? Non. Et puis après, sur les conditions aussi sociales sur les marins, je pense que pour WinCop et pour ICO, on a fait le choix d'être sous pavillon français. Donc ça répond à un enjeu de garantie des droits des marins. Voilà, un point important pour nous aussi. Et est-ce que le scope 3 dans les bilans carbone des entreprises, c'est un levier pour vous pour attirer des nouveaux clients? Oui, bien sûr, les chargeurs sont à la recherche de solutions et aujourd'hui, on propose un taux de décarbonation significatif pour répondre à ces besoins-là. Oui, on sent qu'il y a effectivement la plupart des entreprises maintenant d'une certaine taille ont commencé leur bilan carbone et ont commencé à se poser ce genre de questions. Il y a vraiment une sensibilisation qui a changé ces dernières années. Le bilan carbone, c'était encore complètement inconnu il y a 10 ans. Et puis là, je crois que maintenant, toutes les entreprises se posent la question. On a encore un petit enjeu de mesure du bilan carbone exact de l'existant, parce que le transport maritime est connu comme étant le transport le plus décarboné déjà qui existe, enfin peut-être juste après le train. Et encore, ça dépend de la taille du navire.
Mais ça, c'est surtout vrai. Il y a le gros exemple des gros porte-containers de plus de 300 mètres qui font plus de 20 000 jusqu'à 24 000 containers. C'est vrai que là, on arrive à tomber à 4 grammes de CO2 par tonne kilomètre. C'est très difficile, même avec un voilier, de retomber aussi bas. Mais ça, c'est qu'une partie du transport sur les routes principales. Dès qu'on veut aller sur des plus petits ports, c'est des beaucoup plus petits bateaux dont le bilan carbone est beaucoup plus grand. Donc voilà, au moment de mesurer véritablement l'impact sur le bilan carbone d'une entreprise, il faut se poser la question de mesurer vraiment l'existant. Et pour le moment, les bilans carbone qui sont faits se basent sur des moyennes. Voilà, donc il y a un enjeu pour nous, c'est le travail que j'ai fait pour Arcadie, d'aller mesurer le bilan carbone exact sur ma route Madagascar, qui est très particulière, avec en plus les transbordements, donc ça passe de bateaux de tout type et de tout bilan carbone. Mais voilà, c'est un enjeu sur lequel on travaille. Mais moyennant quoi, moi j'en ai discuté avec plusieurs entreprises et j'étais surpris de les entendre. Pour certaines entreprises, le transport maritime, ça représente qu'une petite part de leur bilan carbone, mais il y a des entreprises qui sont très mondialisées et pour qui, même si, mettons 10 grammes de moyenne, ça reste quasiment des fois un tiers, la moitié de leur bilan carbone. Donc, selon les modalités, on peut proposer au moins une division par 2, voire par 10, comme dans votre cas, du bilan carbone. Donc ça peut être significatif pour ces entreprises et les amener, là encore, à en tout cas regarder le surcoût d'un œil plus intéressé, quoi. Mais ça reste une négociation, bien sûr. À propos de surcoût, Jamina, peut-être juste rebondir, on parle beaucoup de l'impact climatique, mais il y a aussi, par rapport au transport maritime, un impact sur la qualité de l'air et la biodiversité marine. Et dans ce sens, la propulsion vélique apporte une réponse environnementale complète. Par exemple, à Marseille, il y a la moitié de la pollution atmosphérique de la ville qui est quand même due aux émanations notamment d'oxyde d'azote et d'oxyde de soufre des navires. Et donc, voilà, la propulsion des navires par le vent apporte une réponse globale environnementale. Oui, je voulais savoir s'il y avait certaines marchandises qui se prêtaient davantage au transport à la voile, en termes de valeur. Alors, donc nous aussi, on est dans un cas de figure où il y a plus un surcoût sur la solution transport à la voile. Donc, c'est plutôt des marchandises qui sont en mesure d'absorber ce surcoût. Donc, plutôt des produits à plus forte valeur ajoutée, donc des produits agroalimentaires bio ou des produits haut de gamme de manière générale. Des sacs de luxe, du champagne, voilà, vins de la spiritueux, des spécialités françaises, tout à fait. Et après, nous, en faisant le choix du porte-container, on a prévu aussi d'avoir des porte-containers frigo, donc de pouvoir vraiment transporter tout ce qui est déjà transporté. Mais c'est vrai que nous, notre ambition, c'est de transporter le plus possible de matières éthiques. Donc on aimerait bien être spécialisé dans le bio et dans l'équitable. Mais voilà, il faut que le projet fonctionne, donc on ne s'interdit rien et on essaye d'être en mesure de répondre à quasiment tous. Et encore une fois, l'avantage du container, on a parlé beaucoup des inconvénients des containers, ils sont nombreux, mais il y a un certain nombre d'avantages, et entre autres le fait de pouvoir répondre vraiment à tout type de demande, et puis d'avoir aussi, au final, vu la taille du bateau, un coût un petit peu plus bas. Est-ce que, Lise, vous êtes soutenue par les pouvoirs publics ? Alors oui, la filière, en tout cas, tous les projets qui sont innovants ont été fortement soutenus en termes de recherche et développement. Il y a eu vraiment un appui de la France, de notamment l'Agence de développement, enfin de la transition écologique, l'ADEME, des appels à projets, etc., qui ont permis de soutenir les projets, fonds d'intervention maritime, qui est en cours encore aujourd'hui, qui permet de soutenir les projets. Néanmoins, on est là dans une phase où, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une accélération, un changement d'échelle qui est nécessaire pour vraiment accélérer et puis réussir à produire, réussir à proposer des offres qui ont un surcoût aujourd'hui parce qu'on est sur des premiers de série, on est sur des navires qui sont plus chers et on a encore besoin de ce soutien
pas nécessairement en financement direct, mais aussi dans la mobilisation de tous les outils possibles, et notamment des financements privés aussi. Et c'est en ce sens qu'on a d'ailleurs signé un pacte Vélic avec le gouvernement et les acteurs économiques. On a une quinzaine de signataires là, dont l'association des chargeurs, dont TLF Overseas, association des transporteurs, dont Armateurs de France, le GICAN, etc., avec des banques, des financeurs, des investisseurs, pour réussir à mettre en place les meilleures conditions pour le développement de ce secteur vélique. Il s'agit là encore de travailler main dans la main, parce que ce n'est pas un seul armateur, ce n'est pas un seul équipementier, ce n'est pas un seul chargeur qui vont pouvoir changer cette logistique actuelle, hein, et toute cette chaîne de valeur. Donc il faut vraiment travailler ensemble. Donc 0,1% de navires cargo à voile actuellement. La route est longue, sinueuse, mais elle promet d'être belle, non? Bon, en tout cas, en guise de conclusion, c'est totalement passionnant. Enfin, vous le voyez, je crois qu'on a tous les trois parlé, enfin tous les quatre parlé avec le sourire et avec des étoiles dans les yeux. Donc, franchement, c'est il a beaucoup de. C'est une chance énorme. On se l'est donné, mais quel plaisir d'être sur des projets comme ça, quoi. C'est complètement passionnant et franchement, venez participer. Nous sommes tous les deux des coopératives ouvertes à n'importe qui. Vous pouvez acheter une part sociale voilà, c'est accessible à la bourse en particulier et faire partie de l'aventure. Et c'est vraiment, au-delà de la décarbonation, c'est vraiment aussi recréer du collectif à cet endroit-là. C'est aussi ça dans l'histoire, on ne s'en rappelle pas, mais l'histoire du transport maritime, il y avait déjà la possibilité au tout début, au moment de la ruée vers l'or, etc., de participer, d'acheter des parts du bateau. Quasiment, le capitalisme a été inventé pour financer les bateaux qui coûtaient très cher. Voilà, il y avait moyen d'y redonner un petit peu de sens aussi de cette manière, en proposant de participer. C'est une aventure collective qui est juste passionnante. Donc, ouais, je pense qu'on a très envie que ça aille encore plus loin, mais déjà c'est le pied. Oui, tout à fait. Et aussi, il y a l'idée de redonner de manière générale de la valeur au transport, de parler des milles nautiques qui sont parcourus, de raconter l'histoire de la marchandise. Voilà, il y a tout ça derrière le transport à la voile. Réhumaniser un petit peu, parce qu'avec la mondialisation et le conteneur, on ne sait plus, on a perdu les odeurs, le goût. Oui, et puis voilà, donc de rapporter un peu plus d'histoire aussi dans le produit, dans le transport, dans comment la matière est arrivée ici, dans son parcours. Je pense aussi, enfin, pour nous, c'était, vu l'industrie dans laquelle on est, c'est de se revenir à des choses simples. Des choses simples qui sont disponibles. Des fois, on se creuse la tête pour beaucoup de choses sur le papier pendant des heures et des heures. Et il suffit de regarder par la fenêtre, tiens, j'ai ça. Non, et puis c'est surtout quand on parle beaucoup de carburants alternatifs, et ce sont de véritables usines à gaz pour produire ces nouvelles énergies. Donc on se dit... il y a beaucoup de choses, alors que le vent, c'est une énergie inépuisable et gratuite. Ah, tout à fait. Donc, écoutez, moi, comme je m'occupe de tout le transport, donc, y compris de la route, je peux vous dire que c'est un petit peu plus pénible à suivre, du coup. Hein, alors que là, sur le canopé, je vais dire que je suis tranquille pour 15 ans. Donc, c'est quand même quelque chose d'appréciable. Et à titre personnel, je pense que c'est vraiment un projet, c'est le projet d'une vie en fait. Hein. C'est dans une carrière, on n'a pas souvent l'occasion de travailler sur quelque chose comme ça et de le défendre bec et ongle à tout niveau dans la société, au niveau des actionnaires même. Hein. Donc, et voilà le résultat. Donc quand il passe ce bateau, oui, il n'y a pas que moi qui ai les étoiles dans les yeux et c'est beau, c'est chouette. Magnifique. Moi, je vous propose, si vous voulez les rencontrer, échanger, on peut se retrouver autour d'un verre pendant le cocktail qui démarre à 19h30. Merci Lise, merci à vous trois. On peut vous applaudir. Merci.